Anne-Marie Gara, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Pense à demain, publié aux éditions Actes Sud, c'est le dernier ouvrage d'une trilogie, si on peut appeler ça une trilogie, une fresque qui traverse le XXe siècle. Est-ce que c'était votre idée de départ de partir de début du siècle, arriver jusqu'en 2010, ou est-ce que c'est au fur et à mesure de l'écriture que vous avez eu envie de continuer ? Oui, tout à fait. Non, je n'imaginais pas en m'embarquant dans ce récit au début que je me mettrais moi-même en demeure d'aller beaucoup plus loin, de traverser le siècle. Mais il y avait une logique, presque une nécessité interne, une cohérence dans le roman qui faisait que je ne pouvais pas laisser... Moi-même, je ne voulais pas rester orpheline de mes personnages. Je ne pouvais pas laisser le lecteur non plus. Sans suite, je dirais, sans que ces destins engagés comme ça au début du siècle se perdent dans les points de suspension. Voilà. J'avais le désir, puis c'est un jeu aussi, de les mener à travers l'histoire familiale, l'histoire d'une génération. D'ailleurs, à la fin du dernier volume, il y a un arbre généalogique pour que le lecteur s'y retrouve, indispensable, oui. Voilà. D'accord. Alors, La main du diable débute en 1913, L'enfant des ténèbres en 1933, et celui-ci, Pense à demain, commence en 1963. Là, c'est une période que vous avez vous-même connue. Est-ce que le travail d'écriture a donc été différent, avec un travail sur vos souvenirs à vous ? D'abord, je crois que chacun des trois livres a une facture différente, n'obéit pas à la même manière de raconter. J'ai essayé de restituer par la langue et par la manière de raconter les époques qui m'intéressaient. Donc là, j'arrive en 1963, en effet, à un moment très étrange pour moi, comme vous le dites, où je suis déjà née, où j'ai apparemment moins de travail de documentation à faire, puisque je suis là. Je suis de mon temps. Or, c'est pas vrai du tout. J'étais adolescente, c'est vrai, mais quand même, je pense qu'on vit son époque sans surplomb, sans recul, que ce surplomb et ce recul, ils viennent beaucoup plus tard, par la lecture, le retour, qu'il soit scolaire, enfin livresque, etc., mais aussi par une réflexion sur sa propre histoire, sur le présent, pense à demain, sur ce qui se profile aujourd'hui de notre société. Et donc là, j'ai eu peut-être un travail plus complexe à faire, oui, pour constituer à la fois cette intrigue. Bon, mais ça, les intrigues, les rebondissements, ça c'est de l'ordre du romanesque. Mais pour reconstituer ce monde-là, pour le saisir dans sa variété, à la fois les bidonvilles de Nanterre, l'état de la recherche à cette époque, l'univers des jeunes gens qui sont dans l'omerta, qui sont dans le silence en ce qui concerne les années pas très loin, elles sont pas très loin encore, de la libération, donc de ce qui précède la collaboration, de l'occupation, etc. Donc là, j'ai eu finalement un travail de lecture, d'histoire à faire, assez approfondi, assez sérieux. J'ai eu l'impression plus intense que pour les autres. Alors le poids, comme vous le disiez, du silence, des secrets, des choses qu'on ne dit pas, assez présent dans cet ouvrage, Pense à demain. Est-ce que c'est un sujet que vous aimez travailler ? Oui, bien sûr. Cette question du secret, elle est dans les premières pages de Dans la main du diable, avec cette malle qui revient de Birmanie et qui renferme un secret. Il y en a partout, des secrets de famille, encore que je crois que le secret est un grand ressort romanesque dans la grande tradition. Mais je crois que cette période-là, elle pose une question beaucoup plus grave. C'est celle de ils sont tous attachés, mes personnages, à remonter le temps de leur propre histoire et celui d'histoire tout court, à chercher dans les archives de l'infamie, ce qui explique l'état de la société où ils sont, ce qui a été tu de l'horreur qui est au centre de ce siècle, hein, à la fois les camps et la fin de la guerre et la bombe d'Hiroshima et tout ce qui a été enfoui dans la mémoire collective et dans la mémoire privée, sans quoi on ne peut pas vivre. Mais il y a aussi la question de l'oubli, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vivre en se souvenant toujours, quoi.
Est-ce que, comme dans les archives, pour les archivistes d'ailleurs, la question se pose de qu'est-ce qu'il faut oublier? Il faut bien oublier pour vivre, donc pour se souvenir, il faut oublier. Et Voilà. du pardon également? Et du pardon. Et alors, je ne sais pas très bien s'il s'agit du pardon exactement, parce que la question du pardon, c'est celle presque hautement éthique, hein, qui est un don, qui est le don d'effacer la faute, hein, qui peut s'arroger ce droit. Il s'agit peut-être plutôt d'une sorte d'absolution ou de rédemption possible des monstres, des ogres. Il y a de ces ogres, de ces figures terribles encore dans ce troisième tome. Et peut-être ne sont-ils pas... comment dire, les monstres qui sont dans mon livre sont-ils peut-être d'une immense humanité? Bon, je ne veux pas en dire plus, mais si abjects soient-ils, ils sont parmi nous, ils sont nous-mêmes, c'est nous, hein, dont il s'agit. Je ne vais pas les citer là, bon, mais criminels et les acteurs d'exactions terribles. Je pose la question de leur humanité, oui. Comment utilisez-vous les images cinématographiques, photographiques et même les peintures au service de la fiction? Alors ça, c'est une constante. Je ne sais pas si le lecteur le voit, s'il ne le voit pas, c'est pas grave du tout. Mais moi, j'ai toujours en tête, pendant que j'écris, alors non seulement les œuvres qui m'ont formé, enfin en cinéma par exemple, de cette époque-là, c'est aussi bien Godard que Fritz Lang, que Alain Resnais, bon, bref, ils sont là, présents pour ce dernier. Avant, c'était Feuillade, au début du siècle, c'était, etc. Et Renoir, enfin bon, je les cite pas en tant que tels, mais ils sont présents dans mon imaginaire, mais aussi la peinture, la photographie. Je pense que le lecteur le sait en lisant, même s'il ne connaît pas ses œuvres. Il sent bien que dans la matière, dans l'épaisseur des personnages ou des situations que j'évoque, il y a la présence d'autres œuvres derrière, qui leur donnent un écho, une espèce de présence plus intense, je ne sais pas, qui donne à la lecture un arrière-fond. Voilà. Alors parmi tous ces personnages, parce qu'il y en a beaucoup, toutes ces familles, ces générations, y en a-t-il quelques-uns qui vous ressemblent plus particulièrement et d'autres qui sont vraiment des anti-Anne-Marie Gara? Je crois qu'ils sont de moi, bien sûr, tous, et même y compris des personnages très secondaires ou apparemment secondaires, d'ailleurs qui ont été secondaires dans tel livre et qui deviennent principaux dans un autre, que je fais passer au premier plan, et des personnages que je fais passer au second plan. Enfin, je joue de cette présence et absence ou secondarité, une manière de secondariser des personnages. Je crois qu'ils sont toutes les facettes de moi-même et de ma manière de penser ou de sentir. Ils sont des substituts, des manières d'être au monde. Il y a peut-être davantage les personnages féminins, on pourrait penser, qui sont des figures de la condition féminine à travers le XXe siècle. Mais je crois qu'il y a des personnages masculins qui me tiennent énormément à cœur. Hein. Non, je vous disais, je me sentais tellement orpheline de les quitter. Ça veut dire qu'ils font partie de mon univers mental et peut-être de manière aussi intense que des personnages réels. Et donc, à tous, je suis attachée au point que je ne pouvais pas écrire ces livres en me servant d'eux uniquement comme des silhouettes ou des prétextes ou des alibis à peupler ce monde-là, quoi. À chacun, je donne sa chance d'existence. Très bien, Anne-Marie Gara, merci beaucoup pour ces réponses. Merci.